Bonjour, comme je vous l'avais annoncé lors de la publication de La Matrice vivante, ce fantastique documentaire où des scientifiques de tous bords viennent nous démontrer que notre corps est énergie, je suis un peu resté sur ma faim sur deux sujets, bien qu'à un moment, l'astronaute Edgar Mitchell a mis le doigt sur l'un d'entre eux. Alors, je mettrai dans les plus de notre émission de ce jour le lien vers cette vidéo, et je vais vous dire ce qu'il manque. En un, on ne parle que de maladies préalablement diagnostiquées. Quid de celles qui ne le sont pas? Si vous allez consulter un thérapeute quelconque, c'est pour une raison bien précise. Or, justement, dans cette définition se tient encore les limites de ces nouvelles thérapies. Et puis, le deuxième manque de cette vidéo, c'est l'esprit. En effet, autour de moi, je connais beaucoup plus de personnes qui sont en situation de mal-être, d'échec, que de personnes qui ont un problème au foie, par exemple. Une personne qui ne réussit rien dans tout ce qu'elle entreprend, qui voit toujours ses projets s'écrouler, qui cherche sa place dans la société, qui doit-elle aller consulter? Personne? On la laisse de côté? Eh bien non. Alors aujourd'hui, je vous promets une émission exceptionnelle qu'aucun d'entre vous ne regrettera d'avoir regardée. On va y parler de la matrice humaine. Mais qu'est-ce donc cela? Eh bien justement, vous allez être bluffés. Pour cela, je reçois Madame Amel Tajouti-Blanc. Bonjour Amel. Bonjour Silvano. J'ai bien résumé de quoi on allait parler? Très bien, tu as très bien résumé. Je tiens à préciser à tous que je mène des recherches en compagnie de Amel depuis plusieurs mois et que vous me connaissez maintenant. Non seulement j'ai testé sur moi, mais sur d'autres, tout en laissant du temps pour observer ce que cela donne. En effet, je me suis rendu compte que la réussite d'une thérapie, quelle qu'elle soit, n'était pas fonction des résultats immédiats que cela produit, mais sur le long terme. Par exemple, une chimio ne guérit rien, elle brûle avec aucune garantie que cela ne revienne pas. De plus, c'est un spectre très étroit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez que vous avez des cellules cancéreuses à cet endroit-là, et on va les brûler. Donc maintenant, j'ai décidé de prendre mon temps et d'analyser. Et en ce sens, Amel est juste l'une des personnes les plus incroyables que j'ai rencontrées. Alors je vais la laisser se présenter en précisant que l'on parle de matrice depuis 1944, lorsque le célèbre Max Planck, le père de la physique quantique, a étonné le monde en disant que cette matrice était le lieu d'origine des étoiles, de l'ADN et tout ce qui existe. Rien que cela. Ensuite est venue une nouvelle définition de la matrice portée par Philippe Cadic, puis le film Matrix, pour arriver à la divine matrice de Greg Braden ou la matrice artificielle de Rock Soccer. Comme c'est très complexe et aléatoire à analyser, je me suis demandé s'il existait une forme de matrice humaine. En fait, tant qu'à chercher, si nous vivons dans une matrice et ce qu'elle est, autant commencer par l'échelon qui nous intéresse le plus, nous. Et c'est là que j'ai commencé à étudier ce que faisait Amel. Amel, je te laisse te présenter. Merci Silvano. Alors voilà, moi je suis une personne qui depuis toujours a toujours vu ce qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est l'énergie qui entoure la personne physique. Dans cette matrice, ce qu'on voit, c'est un peu le disque dur de la personne, c'est tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle contient, c'est son histoire, c'est sa trame transgénérationnelle, c'est ses mémoires aussi de vie passée, c'est aussi ses réactions émotionnelles. Donc en fait, tu as, comme un millefeuille, plusieurs niveaux de compréhension dans la matrice. Le plus loin, c'est les vies passées. Ce qu'on appelle le plus loin, pas forcément dans le temps, mais dans la lecture de l'espace matriciel, les vies passées. Ensuite, tu as la mémoire de la lignée de la personne qui s'incarne. Tu as aussi, je dirais, la lignée environnementale, puisqu'une personne adoptée va aussi réagir par rapport aux mémoires de la famille dans laquelle elle s'incarne. Enfin, elle s'incarne dans le sens où elle vit. Ensuite, tu as les mémoires du corps de la personne, puisque le corps aussi emmagasine un certain nombre d'informations. Et toutes ces mémoires vont se superposer les unes aux autres, comme un millefeuille. Et l'aptitude que j'ai, c'est de pouvoir lire ce que j'appelle les informations clés dissonantes.
les positifs qui sont harmonieuses et les dissonantes. Et quand une personne vit une situation, comme tu dis, d'échec personnel ou de mal-être, et que ce mal-être se répercute sur différents plans de sa vie, il ne faut pas chercher dans sa tête ce qui se passe ou forcément dans son corps intrinsèque, hein, mais il faut regarder qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce que la matrice est occupée à lui montrer comme disharmonie et sur laquelle la personne se heurte ou bute, comme quand tu vas contre un mur et que tu te dis mais il y a un mur là, je le sens et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dépasser. Alors quand la personne arrive à comprendre que elle n'est pas faite que d'un corps, elle n'est pas qu'un esprit, mais elle est un agglomérat de conscience, d'âme, d'esprit, de spiritualité aussi, de vie passée, d'une histoire familiale, d'une histoire personnelle et de l'histoire de ce qu'elle est aujourd'hui à l'instant T où elle se questionne, ben elle se dit ben effectivement elle est face à quelque chose de bien plus grand qu'elle. Et moi, ce que j'arrive à voir, c'est quand la personne est en face de moi et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça m'apparaît comme un fil, tu vois, sur lequel il y a différentes, on va dire comme des cellules, hein, tu vois. Ça ressemble à des cellules et je me dis, ben là, il y a un fil, on tient une histoire et je raconte à la personne ce que je vois. Et en général, tu as tout de suite la personne qui dans sa tête se dit, ben oui, c'est vrai, tiens, je réalise, j'avais pas fait le rapprochement entre l'histoire de ma grande tante, mon histoire, l'histoire de ma mère, ou les flashs que j'ai pu avoir de vie passée. Et en gros, ben, je prends toute cette histoire, tout ce puzzle global, et j'aide la personne à regarder en elle et autour d'elle, dans ses champs énergétiques, comment ça se passe. Alors, voilà. Est-ce que je peux livrer un petit secret sur toi? Tu as déjà t'as ces aptitudes depuis toute petite, c'est ça? C'est ça, depuis toujours. Voilà. Donc, donc étant petite, Amel savait déjà lire sur les personnes et ça a donné des situations cocasses. Et ensuite, pardon? C'est bien ça, tu as résumé. Voilà. Et donc, ensuite, bah, tu as fait des formations quand même, hein, parce que tu es quand même psychogénéalogiste, kinésiologue, aromathérapeute, lithothérapeute, C'est et ça. tu as suivi des cours de médecine énergétique chinoise également. Tu C'est vois, ça. parce C'est ça. qu'évidemment, c'est lié. Donc, tu as une connaissance par rapport à la vidéo que j'ai publiée hier sur la matrice vivante, où tous ces scientifiques, ben, après avoir remettre en cause complètement un petit peu la médecine traditionnelle, parce que la médecine traditionnelle s'occupe que de matière et ne s'occupe pas d'énergie. Toi, cette vidéo, elle t'a parlé, évidemment. Ah, bah, c'est génial. C'est la première vidéo, je t'assure, c'est la première vidéo qui est claire et qui montre comment ça se passe avec la connexion corps, âme, esprit, conscience et ce champ corporel. Donc, effectivement, ils sont scientifiques, donc ils s'intéressent surtout au départ à la maladie. T'en as certains qui s'étaient intéressés aussi à qu'est-ce qui se passe au-delà de la maladie. Et effectivement, oui, cette vidéo, elle m'a vraiment parlé. Parce tu vois, c'est la première fois où j'ai vu une vidéo et je me suis dit, c'est génial, ils ont mis en image ce que j'arrête pas de dire depuis des années. En image, en plus, pas n'importe qui, quoi. Des gens qui sont vraiment dans le domaine et qui se sont aperçus des limites à un moment de la médecine, on va l'appeler de la matière, quoi. Parce que la matière ne peut rien régler. Alors que d'un autre côté, alors que la médecine chinoise, qui est bien plus vieille, qui a 5000 ans, elle s'occupe, à travers l'acupuncture, justement, des énergies du corps, et non pas seulement de la matière. En fait, la grosse différence entre la médecine chinoise et la médecine occidentale, c'est que la médecine chinoise ne traite pas la conséquence. Vous avez mal au foie, ils ne vont pas traiter le foie. Ils vont traiter le pourquoi vous avez mal au foie et d'où cela peut venir. Et ça peut, souvent, dans le plus clair des cas, ça ne vient pas du foie en lui-même. Exactement. Mais tout ça, effectivement, c'est la limite de l'émission d'hier, c'est que on parlait effectivement de maladies qui étaient au préalablement diagnostiquées. Hein. Donc, j'ai un bobo, je vais voir, je sais pas, j'ai envie d'arrêter de fumer, tiens, je vais me sortir, je vais faire une séance d'hypnose parce que j'ai envie d'arrêter de fumer. Donc, j'ai un lien, hein, la raison, arrêter de fumer, et je vais voir un hypno. Mais toi, les gens qui viennent te voir, ils sont plus dans la catégorie de ce que je décrivais avant. C'est des gens qui sont en situation d'échec, enfin, c'est pas tous, évidemment, mais qui ont un mal-être quelconque, hein, et qui savent pas pourquoi. En fait, les gens qui viennent me voir, il y a deux catégories.
il y a la première catégorie que tu viens de définir, c'est-à-dire les gens qui ont un mal-être, parce qu'en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose au-delà de leur corps physique, quelque chose que la médecine allopathique ne peut pas, auquel la médecine allopathique ne peut pas répondre, parce qu'on ne peut pas donner un cachet au mal-être. Je suis désolée, c'est comme de la rustine, c'est comme un petit pansement, ça dissimule, ça camoufle, mais ça ne résout rien. Ça, c'est la problématique numéro 1. Et la deuxième partie de personnes qui viennent me voir, c'est des gens qui commencent à sentir leur matrice et qui ont tout simplement envie d'en savoir plus, qui ont envie qui viennent me voir et qui me disent, voilà, ça bouge en moi, ça bouge autour de moi, je sens qu'il y a quelque chose et j'arrive pas à l'identifier. Et j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre et à être en relation avec moi-même. Voilà. D'accord. Et en fait, on peut, dans cette matrice humaine, donc tu l'as dit tout à l'heure, lire en quelqu'un comme moi je lisais un disque dur. En fait, la différence entre toi, c'est que toi, tu es une sorte. J'allume mon PC, donc j'ai mon Mac. Je n'ai pas de PC, sinon j'ai mon ami chez Apple qui va me gronder. J'allume mon Mac et j'ai à ma disposition plein de choses que je peux faire. Je peux aller sur Internet, je peux aller sur les réseaux sociaux, je peux aller travailler sur mon CRM du travail. Tandis que la maladie serait juste un petit programme de l'ensemble de ce que j'ai sur mon Mac. Et toi, tu arrives à identifier ça, ce qui prouve aussi un autre article que j'avais publié, que tout est information, que cette information se propage dans ce qu'on appelle maintenant, ils l'ont appelé la noosphère, donc c'est-à-dire cette sphère qui nous entoure. Parce que je rappelle quand même que les plus grands scientifiques, si on avait avec nous là un astrophysicien, un physicien quantique, il confirmerait que nous ne voyons que 5% de notre univers, que 95% leur est complètement inconnu. Donc ils l'ont appelé pour une partie énergie sombre, à mon avis elle n'est pas sombre, et matière noire. Elle n'est pas noire non plus, on l'appelle noire parce qu'on ne voit pas, c'est plus simple à expliquer pour les gens. Donc on peut penser aussi, Amel, que nous, sur cette Terre, on ne voit que 5% de ce qu'est la réalité réellement. Oui, on peut le penser, puisque de toute façon, en toute sincérité, chaque personne est interconnectée à l'autre. Ça peut être aussi une conception un peu bizarre à dire, mais c'est vrai. Nous, on est là, moi je suis à Lux-sur-Aude, toi tu es en Alsace, et ben on est interconnecté avec la personne qui est à Tombouctou, tu vois. Mais on est connecté avec elle dans ce qu'on appellerait, alors à ce moment-là, on dézoome, on appellerait ça la matrice globale. Pourquoi? Parce qu'on fait tous partie, il y a une conception aussi taoïste qui dit qu'en fait nous sommes des faces des faces différentes d'un même diamant. Et c'est exactement ça. En fait, on est tous interconnectés les uns aux autres. Et quand on fait une action, cette action agit dans la matrice globale. Tu vois, par exemple, quand on émet une bonne intention, cette bonne intention va agir, même si tu ne t'en rends pas compte, elle va avoir une onde de forme. Et les scientifiques, ils arrivent à le dessiner, à le faire. Hein. C'est vraiment comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, tu sais que ça fait ça. Ça se répercute au plus loin. Donc nous, quand on agit dans notre propre matrice personnelle, transgénérationnelle et d'incarnation, ce qu'on pourrait appeler la matrice humaine, hein, quand tu te réalignes, quand tu prends conscience de ce qui se passe dans ta matrice et que tu mets à jour tes disharmonies, que du coup, de disharmonies, tu les rends harmonieuses, tu as une action sur le champ global, matriciel, planétaire. Donc ça, c'est la planète. Et puis cette planète, elle agit dans un macrocosme encore. Et puis ce macrocosme est encore dans un macrocosme encore plus grand, etc., etc. Alors au plus la personne en tant qu'énergie spirituelle incarnée ou poussière d'étoile incarnée, ou appelle ça comme tu veux, a conscience de son champ quantique, de ce qu'elle est réellement au-delà de sa forme et de sa personnalité, au plus cette personne va être une personne agissante pour rétablir en elle son état originel qui est l'harmonie, au mieux elle va agir sur la planète elle-même. Voilà. C'est en ça où je rejoindrais même Gandhi qui disait que pour changer le monde, il faut se changer soi-même. C'est-à-dire travailler
sur soi, tu vois, mais pas forcément en faisant uniquement des méditations, en allant voir des psys ou autres. Ça, ce sont des outils que je trouve très bien et très pertinents pour des situations précises. Mais à un moment donné, que tu le veuilles ou non, arrivera juste un instant où ton être, ta conscience va te demander d'aller voir au-delà de la forme, d'aller voir ce que tu es plus profondément. Et dans cette matrice. Aujourd'hui, ce que tu dis est indéniable, puisque ne serait-ce que les expériences qui sont menées, par exemple, entre le mari qui était malade, qui était connecté avec sa femme, lui était dans une sorte de coffre-fort, quoi, hein, on va dire magnétique, dans un sas, un sas, et elle était donc juste en caméra avec lui. Lui ne la voyait pas, elle lui envoyait des bonnes intentions, comme tu dis, des intentions de la compassion, de l'amour, et lui donc il avait des électrodes de partout et on voyait que ça réagissait. Et l'expérience la plus spectaculaire était quand même que nous, évidemment, notre physique de la matière, on pense que tout vient du cerveau, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui viennent du cœur. Donc, cette expérience où on met des électrodes sur le cœur, des électrodes, même pas des électrodes, une magnéto sur la tête, c'est-à-dire qui touche même pas la tête, et on montre à des personnes sur un programme aléatoire que même l'ordinateur ne connaît pas, des images, alors soit des images très horribles, soit des images très belles, et comment ça réagit. La chose fantastique, ça c'est la chose la plus surprenante, c'est qu'on pourrait penser qu'effectivement, tiens, on montre une belle image, hop, on a des ondes de forme fantastiques, et oh, une image horrible, on est négatif. Non, la personne le sait avant. C'est ce que je te dis. On réagit avant que l'image qui, elle, était aléatoire, arrive et donne l'information avant. Donc ça veut bien dire qu'il y a autre chose. Et ça prouve bien qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc on est dans un univers quantique, fantastique, et les physiciens quantiques, ils n'arrivent toujours pas à expliquer pourquoi quand ils regardent un faisceau d'électrons, il a une trajectoire différente s'ils ne le regardent pas. Tu vois ? Oui. Donc là, on y arrive. La physique quantique, c'est le train, et avec des personnes comme toi, je suis content que c'est eux qui en parlent en premier. La médecine, elle, évidemment, est sur ses dogmes, on va la laisser de côté. Est-ce que tu peux, par exemple, parce que moi j'en connais plein, mais toi, parler d'exemples de gens, parce que tu parles de transgénérationnel. Ce qui veut dire que moi, je pourrais avoir un mal-être parce que mes bis aïeux ont fait des choses pas belles dans leur vie. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, quand tu t'incarnes et que tu vis un processus intra-utérin, là, on va parler de la mémoire de l'utérus. Hein. Alors, il faut savoir que l'utérus, que nous, on appelle utérus, parce que bon, c'est le mot français qui le veut bien. J'aime bien les taoïstes parce qu'ils l'appellent le palais céleste. Alors déjà, tu vois, la notion taoïste veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme un palais avec différentes pièces. Hein. Donc, c'est un espace à explorer. Paf. Donc ça, c'est pour te donner le postulat de départ. Donc, quand un être s'incarne et qu'il vit l'expérience de l'utérus, quand il est dans cet utérus, il est lui en tant qu'être incarné, donc toi, Sylvano, et on va prendre ton exemple, d'accord, et l'utérus de ta maman. Et l'utérus de ta maman, qu'est-ce qu'il porte ? Il porte sa mémoire à elle, son histoire en tant que femme, et son histoire dans sa généalogie, évidemment, et puis son histoire en tant qu'âme. D'accord ? Jusque-là, ok. Toi, tu arrives dans cet utérus avec ton énergie de Sylvano à venir, en tant que personne incarnée dans cette généalogie familiale, et en même temps en tant qu'âme en incarnation. Et encore une fois, quand les mémoires se superposent, c'est-à-dire la mémoire de la lignée de ta maman et ta mémoire personnelle, qui vont finalement se superposer comme un millefeuille, il va y avoir des informations qui vont se retrouver. Tu vois ? Et ces informations qui vont se dire « Oh, tu es une information miroir, je te retrouve », ce sont ces informations-là que tu vas incarner en venant au monde et en étant un individu. Et ces mémoires-là, c'est la mémoire transgénérationnelle dont tu vas hériter, qui va être en corrélation avec ton chemin de vie, ce que tu es venu comprendre, ce que tu n'as pas résolu dans tes vies passées, sachant que le mot vie passée, il faut le comprendre non pas en linéaire, hein, puisqu'il n'y a pas d'espace-temps. Ça peut être une vie de n'importe quel espace, dans n'importe quel temps. Je te donne un exemple linéaire. On est en 2017.
ce qu'on peut appeler vie passée, ça peut être une vie que tu vas vivre en 4475 devant. Tu vois, parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace-temps. Le temps ne se lit pas comme ça, mais se lit comme ça. Donc, il n'y a pas de… Tu voyages dans ce même espace. Et donc, les mémoires transgénérationnelles, c'est ça. Ce sont les mémoires qu'on hérite de vie passée avec lesquelles nous-mêmes, nous sommes en réponse, tu vois. On se répond, on est en phase avec. Et on est venu pour les libérer, soit pour soi-même, soit parce qu'on ne l'a pas fait dans un autre espace-temps, dans une autre vie, soit parce que ça fait partie aussi des choses qu'on avait décidées avant incarnation avec l'âme qui nous sert de maman. Et ce qui est extraordinaire en transgénérationnel, c'est que, à supposer que, je pense que ce n'est pas ton cas, mais si tu avais été adopté, bon, bah, tu vas me dire, bah, alors à ce moment-là, Amel, il y a deux utérus. Il y a la maman qui m'a mis au monde et puis il y a la maman qui m'élève. Et la femme qui t'élève va aussi répondre à du transgénérationnel, pas par la génétique, hein, vous allez peut-être pas avoir le même code effectivement parce qu'elle n'a pas ton ADN physique, mais elle aurait ce que j'appellerais ton ADN de mémoire environnementale. C'est-à-dire, tu as grandi dans une sphère familiale et cette sphère familiale va imprégner ton histoire et fait partie de ton histoire globale. Et tu as raison, puisque dans des vidéos, hier, il montrait un scientifique, un docteur qui étudiait justement les causes génétiques de maladies, et puis on disait non, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont une maladie parce qu'elle est génétique, alors que, effectivement, comme tu le dis, quand il y a quelqu'un qui a été adopté dans une famille, il a lui aussi cette maladie. Donc, ce qui veut dire que la génétique n'a rien à voir là-dedans. Et tu parles beaucoup de l'utérus, on est un petit peu dans le féminin sacré, là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important, non? L'utérus, c'est vraiment quelque chose qui porte une mémoire forte, c'est lui. Hein. Alors, en fait, les femmes, au niveau de leur matrice, répondent différemment aux hommes. Forcément, c'est physiologique, là. On est dans du physiologique. La porte d'entrée de la mémoire, c'est l'utérus. En fait, quand une femme vit une émotion, bonne ou mauvaise, elle va se cristalliser en premier dans son utérus. Ensuite, l'utérus, qui est relié, je dirais, à toutes les autres glandes et autres, hein, évidemment, glande surrénale, la thyroïde, etc. Ça, si tu veux, c'est en deuxième plan. D'abord, c'est l'utérus. L'utérus porte l'ovaire droit, l'ovaire gauche et l'espace de l'utérus. D'accord? Ça, c'est le postulat. L'ovaire droit va porter toutes les mémoires liées au masculin. L'ovaire gauche va porter toutes les mémoires liées au féminin. Et là, encore une fois, on recalque hein, le transgénérationnel, le personnel, le familial, etc., etc. Et l'utérus, qui est la chambre commune, hein, qui est le palais céleste et qui comporte différents champs de lecture. Ça va être les mémoires, ça va être les aptitudes, parce qu'une personne qui a des dons, un magnétiseur, hein, une personne qui a vécu, hein, parce qu'on a vécu plusieurs vies passées, évidemment, les uns et les autres, on a une histoire en tant qu'âme, en tant qu'esprit, en tant que conscience, et on a forcément des aptitudes. Alors, je dis pas que tout le monde va devenir magnétiseur, tout le monde va l'éviter et passer à travers les murs, non, pas du tout. Mais par rapport à ce qu'on est venu incarner, ben, toute notre histoire, je dirais, notre histoire clé, elle est inscrite dans l'utérus. C'est la porte d'entrée. La porte d'entrée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est la porte, c'est pas la fin, c'est le début. On rentre par là, on réapprend à se rencontrer hein, et à toucher à cette conscience élevée, à ce champ corporel général qui interagit avec les autres. Alors, tu peux nous donner un exemple de ce que, par exemple, d'une de tes patientes, sans donner de nom. Parce que je suis pas allopathe, tu sais. Donc, je préfère dire une cliente. Ah oui, c'est vrai, d'accord, client, oui, il faut faire attention. Oui. Eh oui, on n'est pas en Suède, on est en France. Ah oui, c'est glace, oui. On est d'accord. Et donc, d'un problème justement comme ça, que t'as une personne qui est venue te voir, avec quel genre de problème et comment tu l'as résolu? Alors, une personne au hasard. Alors, je vais te parler d'une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait une problématique de couple. Elle m'a dit, voilà, je sens que ça va pas du tout avec mon couple. C'est une personne qui était en couple depuis 20 ans. Et elle me dit, je suis pas bien dans mon couple. Je suis pas bien au travail parce que j'ai une chef qui est totalement autoritaire. Je suis extrêmement en pâte et je n'arrive pas à mettre de la distance émotionnelle avec les gens. Je sens que j'ai des dons, mais je sais pas quoi faire. Voilà, c'est une personne qui arrivait vraiment dans ce que tu dirais, je suis perdue et j'ai besoin qu'on m'aide à y voir plus clair.
Donc, cette personne, je l'ai accompagnée pour comprendre déjà pourquoi est-ce qu'elle vivait ce sentiment d'échec personnel, on va dire ça comme ça. Je l'ai aidé à rentrer en sa matrice, hein, pas physiquement évidemment, énergétiquement, à comprendre cet espace. Et puis, en fait, il en est ressorti des choses assez intéressantes parce qu'elle a mis en lumière des secrets familiaux, des non-dits. Elle a réalisé que ce qu'elle vivait répondait aussi à un schéma, une lignée répétée. Pas forcément la mère, l'arrière-grand-mère, hein, mais tu sais, ça se promène dans la généalogie à différents endroits. Pareillement, pour son couple, puisqu'il était question de ça, elle vivait avec un homme extrêmement violent. Alors, je lui ai expliqué que il fallait voir en fait quel était le champ de conscience de son couple. Son couple, est-ce que c'était un couple karmique? Est-ce que c'était un couple jumellaire? Est-ce que c'était un couple complémentaire? Est-ce que c'était ce qu'on appelle les âmes sœurs? Parce que là aussi, il y a de quoi en parler, mais je pense qu'on en reparlera en un autre temps. Et donc, je l'ai aidé à comprendre la relation qu'elle avait avec cette personne et à comprendre que s'il y avait ces réactions aussi, il faut comprendre que s'il réagit, c'est aussi parce qu'ils avaient une histoire d'une autre vie ou d'autres vies passées et qu'ils devaient tous les deux guérir cette situation. Donc, on a travaillé à guérir la situation sans imposer l'énergie à ce monsieur, puisqu'il a son libre arbitre. Hein. On a travaillé à réunifier son couple intérieur, on a travaillé à guérir son transgénérationnel, on a aussi travaillé à gérer ses dons. Parce qu'une personne extrêmement empathe, elle est ouverte, mais elle ne sait pas fermer la porte. Tu vois. Donc, on a travaillé aussi sur cette dimension-là. Parce que les extra-empathes, ce sont des personnes qui ont une sensibilité exacerbée et qui ne savent pas forcément gérer. Comment ils ne savent pas interagir avec les autres sans garder leur distance salutaire. Voilà. Donc, on a travaillé sur tous ces champs. Il en a résulté qu'au bout de quelques mois, elle qui avait une patronne extrêmement difficile, sa patronne est devenue extrêmement adorable. D'ailleurs, sa patronne est venue s'excuser un jour et lui a dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai été odieuse avec vous ces derniers mois et je vous demande pardon. Merci. Alors, tu vois, on a travaillé pour qu'elle soit en harmonie dans son cadre professionnel et on a travaillé aussi, alors c'est là où la lithothérapie est intéressante, on a travaillé avec l'énergie des cristaux pour, je te l'avoue, réencoder la station-service d'une grande chaîne de magasins dont on ne dira pas le nom, en lui disant voilà, les murs de pierre, tu les transformes et ça devient un espace de quartz rose. Et tu verras, tu instaures que les gens, quand ils passent, il y a l'harmonie. Que les portes, ce soit des portes en améthyste, puisque l'améthyste, en fait, elle enlève les miasmes vibratoires. Hein. Donc, on a vraiment exploré la matrice depuis sa personne à elle et la matrice globale avec ses collègues, sa patronne, pour réinstaurer l'harmonie. Et cette harmonie, elle s'est installée. Et puis, au bout de quelques mois, c'est-à-dire 6 séances, parce que je travaille sur le principe des une fois par mois pour permettre au corps, dans le cycle de 21 jours, d'intégrer tout le processus, tu vois. Au bout de 6 mois, ce qu'il en a été pour cette femme, c'est la chose suivante. Je t'expliquais le postulat de départ, je te raconte là, au bout de 6 mois, ce qu'il était. Elle a divorcé de son mari sans violence, c'est-à-dire qu'elle a mis la démarche. Il a même accepté, il a entendu, lui qui était jaloux, possessif et violent physiquement, hein, de comprendre que ils avaient fini leur histoire et qu'ils devaient aller tous les deux vers ailleurs. Donc ça a pu se faire harmonieusement. Changer de travail parce qu'elle avait fini son temps dans ce travail. Elle a développé ses dons. Aujourd'hui, elle est masseuse, magnétiseuse. Et puis voilà, les choses, elle vit les choses de la vie de tous les jours. Je ne dis pas que quand elle reçoit des factures, elle n'est pas contrariée. Mais en attendant, tout ce qui était dans sa matrice en disharmonie ne l'est plus. Mais c'est fantastique, ça. Voilà. Et là, j'en connais beaucoup, moi, personnellement, des couples qui vivent dans une situation, on va dire, quasi conflictuelle tous les jours. Des fois pour rien, parce que je sais que certains s'adorent vraiment, sincèrement, entre eux. Hein. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu vois, il y a quelque chose qui s'est perdu et peut-être que justement ils ont pas réussi malgré que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble à trouver cette harmonie entre eux. Donc toi en plus de féminin sacré, tu t'occupes aussi de couple sacré finalement, on peut appeler ça comme ça.
C'est bien ça. En fait, le féminin sacré, c'est encore une porte d'entrée, tu vois. Le féminin sacré entend bien le masculin sacré, parce qu'attention, hein, féminin sacré ne veut pas dire féminitude. Hein. Bon. Je le dis bien parce que des fois, j'ai eu des femmes qui m'ont demandé, oui, je voudrais développer mon féminin pour avoir du pouvoir. Le féminin sacré, c'est pas une énergie de pouvoir. J'ai eu aussi, on va parler dans les choses très concrètes, des femmes qui des fois m'ont demandé comment il était possible par la sexualité sacrée d'avoir tel homme. Alors, je les ai regardés, je lui ai dit là, vous vous trompez de magasin. Ah oui. Parce que je ne propose pas ça. Sexualité sacrée, le mot-clé, ça veut dire ce que ça veut dire. Sacré. Sacré, en langage des oiseaux, c'est créer cela. Donc, ça veut dire que ce soit en sexualité, que ce soit en féminin ou en masculin ou en couple, la dynamique, elle est co-créatrice. Hein. Je ne parle pas d'enfant forcément, hein. Je parle de co-création. Qu'est-ce qu'on est venu en tant qu'énergie sur Terre co-créer. Et la co-création passe seule, des fois, avec son propre et son féminin et son masculin sacré intérieur. Mais pour ceux qui vivent la relation de couple, elle est là pour créer une dynamique de couple. Maintenant, un couple qui s'aime, mais se chamaille, tu vois, pour dire ça comme ça, ben, ce sont des personnes qui sont au niveau de leur âme, au niveau de leur être originel, faites l'une pour l'autre, mais qui se heurtent à des, on va dire, bagage karmique, ou autrement dit, les fameux dossiers. Parce que les femmes, des fois, c'est comme des procureurs, tu vois. Elles gardent tout en mémoire, tout. Et puis, elles ressortent un dossier 10 ans après. Je pense que les hommes, ça fait, ah ben oui, c'est vrai, ça, j'ai vu ce genre d'expérience. Ben, les mémoires cellulaires réagissent comme des dossiers. C'est-à-dire que tout ce que la personne pourrait accumuler comme rancœur, dont elle a absolument pas conscience de cette réalité, hein. Cette réalité, elle est monsieur, madame Dupont, pardon pour les monsieur, madame Dupont de France, mais c'est un terme, voilà. Monsieur, madame Dupont, ben, tout va bien entre eux, mais de temps en temps, sans savoir pourquoi, madame Dupont, elle a une super colère violente à l'égard de monsieur, et elle ne sait même pas d'où ça lui vient, tu vois. Et bien, ces mémoires de colère disproportionnée sont des mémoires qui viennent d'une autre histoire. Et les personnes passent leur temps à les réactiver tant qu'elles n'ont pas mis le doigt dessus. C'est vrai ce que tu dis. Souvent, je vois des gens se mettre en colère avec tous ceux qui sont autour, le gros point d'interrogation en se disant mais d'où ça sort quoi, cette réaction ultra Voilà. numérique. C'est intéressant, c'est logique ce que tu racontes en plus, c'est très logique. C'est logique. Et puis en plus, j'ai connu un cas que personnellement que je t'ai envoyé, que je ne citerai pas, mais d'une personne, et ça arrive souvent, j'ai l'impression quand même que des personnes se retrouvent dans cette vie actuelle alors qu'elles étaient déjà ensemble dans une autre vie. Et alors déjà, est-ce que parce que la probabilité quand même devrait être faible. Or, j'ai l'impression qu'elle n'est pas faible. Tu as une explication là-dessus? Oui, c'est ce qu'on appelle les familles d'âmes. En fait, quand tu t'incarnes, là on reprend toujours notre macro et microcosme. Quand on s'incarne, on ne s'incarne pas seul. On fait partie d'une famille d'âmes. Tout le monde connaît sa famille biologique, forcément, c'est là où tu arrives. Moi, je dis toujours que, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Alors là, attends, la phrase c'est, je ne veux pas la paraphraser, mais on vit deux naissances. La première est biologique, la deuxième est spirituelle. Pourquoi? Parce que la première, c'est la famille biologique qui est ta porte d'entrée. Et la deuxième, c'est quand tu comprends que tu fais partie d'une grande famille d'âmes. Et que cette famille d'âmes est incarnée sur Terre, non incarnée sur Terre, mais bon, ailleurs. En attendant, c'est quelqu'un avec lequel tu interagis. Tu vois, quand une personne retrouve ce sentiment de mais on se connaît, on s'est déjà vu dans une vie passée, ben, peut donner deux situations. Soit ça va être un ami, hein, pour être clair, une personne avec laquelle tu vas évoluer et grandir spirituellement dans cette incarnation, soit ça va être quelqu'un avec qui tu vas vivre une relation amoureuse. Et très souvent, les gens, ben, bizarrement, quand il s'agit de hommes-femmes ou comme ça, tu vois, dans une dynamique, comme ils ont cette forte attraction, avant de se poser la question de « Attends, est-ce qu'on est là pour cheminer ensemble, sachant que même dans une autre vie, nous avons été un couple, ou est-ce que nous devons reprendre notre histoire de couple et finir ce que nous n'avons pas fini ?» Et il arrive souvent, de ce que j'ai pu observer, hein, que les gens choisissent la voie du couple pour régler le karmique non résolu. Alors, les Tibétains parlent de karma et de dharma. Le karma, c'est tout le négatif, c'est les malus à la banque, tu vois. Et
dharma, c'est tout le positif. C'est tous les bonus qu'on peut avoir chez l'assureur. Donc l'idée, hein, en schéma, hein, c'est je m'incarne pour vivre une relation avec monsieur et madame Dupont, on va les reprendre toujours eux, tu vois, pour garder anonymement les personnes qu'on connaît tous les deux. Et monsieur et madame Dupont s'incarnent. Monsieur et madame Dupont ont une forte attraction parce qu'un jour ils se retrouvent, tu vois, hein, ils se retrouvent et ils se disent mais je connais cette énergie. Je connais, même s'ils sont pas branchés énergie, hein, ils vont se dire mais on se connaît, on a un sentiment familier qui fait que c'est tout à fait naturel d'être ensemble. Et ce monsieur et madame Dupont vont être ensemble. Alors au début, ça va être passionné, parce que forcément, la force d'attraction étant ce qu'elle est, ça va être la passion qui va primer. Et puis après la passion, arrivent les fameux dossiers, les fameuses non-résolutions. Et selon leur niveau de conscience, leur compréhension et leur volonté à aller au-delà de l'émotion elle-même, monsieur et madame Dupont seront en mesure de transformer ce karma en dharma. C'est-à-dire, on va regarder ce qu'on n'a pas résolu dans une vie passée pour savoir si on est capable de le faire et donc de transformer cette énergie négative en énergie positive. Si par exemple dans une vie passée, monsieur et madame Dupont, monsieur Dupont a été je ne sais quoi et a fait du mal à madame et que madame a gardé la mémoire de la violence, que lui a gardé la mémoire de la culpabilité, que par exemple ce genre de personnes se retrouve dans cette incarnation, et bien ce genre de personnes vont avoir le défi, si je peux appeler ça comme ça, de comprendre, de pardonner, pas au sens oponopono facilement, mais de rentrer dans la mémoire et de libérer cette mémoire. Parce que cette mémoire, t'as qu'à te dire que c'est comme un virus dans le corps. Hein, il faut le comprendre et lui dire au revoir. Une fois que tu as compris ce qu'il est, ben après, de lui-même, il s'en va. Et ce qui va en résulter, c'est deux choses. Hein. Soit ils vont avoir libéré ce qui est à libérer et ils pourront poursuivre leur histoire, soit, puisque ce qui les liait, c'était le dépassement de cette histoire, ils vont se séparer. Mais sans heurte, puisque l'émotionnel sera défait. Et oui. Et ça, par contre, c'est pour un couple lambda, je vais dire, hein, c'est assez difficile à faire. Je veux dire, s'ils voient pas ce genre d'émission, s'ils savent pas que ça peut exister. Oh, ils peuvent. Tu sais, en général, les couples, ben c'est comme enfin, tu vas trouver l'exemple un peu bizarre, hein, mais c'est comme quand une personne a une maladie. D'abord, premier réflexe, elle va voir le médecin allopathe. On est d'accord. Oui. Je parle de monsieur et madame Landa. Hein. Oui. Ils vont aller voir le médecin allopathe. Le médecin allopathe va donner par rapport à ce qu'il sait. Il va expérimenter tout ce qu'il sait par rapport à ce qu'il a appris et ses dogmes. Bien. Une fois que l'allopathe, ça n'a pas donné, c'est un peu bancal, c'est pas vraiment ça, et il y a un sentiment profond d'insatisfaction. Parce qu'il ne faut pas oublier l'intelligence du cœur. Tu sais, le cœur avec sa mémoire, sa conscience. Et le cœur, il va dire à madame Landa, non, là, c'est pas la bonne voie. Donc, madame Landa, elle va parler à sa coiffeuse. Parce que c'est comme ça que ça marche. La coiffeuse va lui parler d'un magnétiseur. Alors, elle va se dire, attendez, moi, j'y crois pas trop à vos trucs, mais après tout, ça fait 5-6 ans qu'on tourne en rond. Après tout, on va essayer. Et puis, elle essaye le magnétiseur. Et le magnétiseur lui ouvre la porte d'un monde qu'elle n'imaginait pas. Et au bout de quelques temps, t'as madame Landa qui est totalement en conscience de ce qui se passe. Parce que ce qu'il faut à madame Landa, c'est juste la rencontre de la personne qui va savoir lui donner les mots-clés. Ouais, tu as raison, ça se passe souvent comme ça, effectivement. Oui, c'est vrai. Et j'ai ma magnétiseuse qui a commencé à débuter, à travailler il n'y a pas si longtemps, à 6 ans, 5 ans, pas loin de chez moi, et maintenant elle a l'agenda plein, quoi. Et c'est que le bouche à oreille, le bouche à oreille, le bouche à oreille. Hein. Effectivement. Et ça commence toujours comme ça. Et donc après, tu vois, il suffit que le magnétiseur lui dise, écoutez, moi, c'est pas dans mon domaine, parce que t'en as qui de fait. Pas tout. Et il y en a qui ont, tu vois, moi, je connais. À mon niveau, je connais mon champ d'action. Et je connais aussi mon non-champ d'action, c'est-à-dire ce que je ne touche pas. Je ne touche pas à l'exorcisme, je ne parle pas aux défunts, etc., etc. Voilà, ça, je n'essaye même pas parce que je pars du principe que sinon c'est comme dans un restaurant, tu vois, quand tu veux manger italien. Moi, j'aime bien manger dans un restaurant italien, pas un restaurant qui fait italien, grec, marocain ou je ne sais quoi. Toutes ces cuisines sont super, mais le trop, c'est pas. Enfin, moi, je m'y reconnais pas là-dedans. Il y en a qui s'y reconnaissent, tant mieux pour eux. Mais moi, j'aime bien aller voir le spécialiste ou le référent de la situation. Quand j'ai un problème de méridien ou autre, je vais voir l'acupuncteur. Et les magnétiseurs, je vais les voir pour ce qu'il faut aussi, tu vois.
Et en attendant, ce qui se fait que des gens viennent me voir alors qu'à la base, ils n'ont pas du tout le profil à venir me voir, c'est parce que c'est la coiffeuse qui leur en a parlé, le magnétiseur qui a décidé que c'était pas dans son champ d'action le couple sacré et qui leur dit, écoutez, le couple sacré, ça répond à autre chose que le magnétisme, donc je vous envoie vers quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et je vais rajouter une chose à ce que tu as dit. C'est bien ce que tu fais, Amel, parce que évidemment, tu peux tout faire, parce que tu serais capable de faire toutes ces choses-là, je le sais. Merci. Mais à un moment, il faut aussi savoir se protéger, quoi. Tout à fait. Et quand tu touches, effectivement, et je respecte les exorcistes et ceux qui parlent mort et ainsi de suite, à un moment, tu attires le bas astral, tu attires des forces qui ne sont pas très jolies. Tu te fais attaquer, et puis après, ils s'attaquent pas que à toi, ils s'attaquent à ta famille et à tes proches. C'est ça. Tu as raison de savoir te protéger. Et puis en même temps, tu restes pur, c'est pas vraiment le mot, quoi. Mais tu restes concentré dans ce que tu sais faire. Tu te disperses pas. Et ça, tu deviens beaucoup plus efficiente ensuite dans ce que tu fais que parler à des morts. Effectivement, il y en a plein qui parlent aux morts, il y a plein de passeurs d'âme, il y a plein de choses comme ça. Chacun son truc. Tu as raison, on ne peut pas tout faire. Et moi aussi, j'aime bien aller manger dans un restaurant italien qui fait que italien. On est d'accord. Je dis ça, c'est pas parce qu'il t'appelle Silvano. Hein. Non. Audrey, que nous connaissons tous les deux, pourra te le dire. Hein. C'est mon top 10, mon top 1 dans le top 10 de l'alimentation. Enfin, voilà. Ça, c'est une petite boutade pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous savez maintenant que je suis fan de cuisine italienne. Et blague à part, pour en revenir aussi à la matrice, tu vois, c'est important ce que tu viens de dire aussi. Pour répondre, tu parles de protection. Et effectivement, dans les accompagnements que je fais, je donne des clés de protection. Mais ce que je dis bien, ce sont les protections matricielles. C'est pas les protections comme un exorciste le fait. Tu vois, quand je parle alors, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence? Je vais Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protection matricielle? En fait, une protection matricielle, c'est, comment te dire? Bon, la matrice, forcément, tu as compris, c'est cet espace-là. C'est donner aux personnes les moyens. On parle des empathes. On va prendre une personne qui est extrêmement empathe. Une personne qui est extrêmement empathe a le cœur très ouvert. Mais pour le coup, elle a le cœur trop ouvert. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais ça ne l'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est une question d'équilibre. Les taoïstes disent bien que l'homme debout, c'est celui qui a les pieds sur terre, le cœur ouvert et la tête dans les étoiles. Dans le monde du New Age, même si tu sais que je n'aime pas ce terme, les gens ont souvent la tête dans les étoiles. Mais quand tu as la tête dans les étoiles, sans pieds sur terre, tu ressembles à une montgolfière qui vogue au gré des vents et au gré des courants. Donc, en gros, pas d'ancrage. Et là où tu peux te retrouver en étant uniquement concentré dans la tête dans les étoiles à être, je dirais, victime du bas astral, des formes pensées négatives, des égrégores négatives et des nébuleuses négatives qui peuvent exister. Parce qu'effectivement, il y a une merveilleuse matrice collective positive, nourrie des bienveillances, des actes d'amour. Un papa qui fait un bisou à sa fille parce qu'il lui envoie tout l'amour qu'il a en lui, je te prie de croire que ça fait une onde de forme merveilleuse sur la terre. A contrario, quelqu'un qui envoie une pensée de jalousie, ça envoie une espèce, puisque tu vois, moi je le vois visuellement, ça envoie comme un filet gris, une ligne grise. Donc c'est vraiment pas très beau. Donc à choisir, il vaut mieux être dans les pensées d'amour. Et je dis souvent en rigolant qu'une pensée négative, pour la défaire, il faut envoyer 2 pensées positives. Puisque c'est un peu le système mathématique. Plus, un moins et avec un plus, ça te fait un point neutre. Donc si tu veux contrebalancer, tu rajoutes un plus. Bon, ça, c'est l'aspect. Ensuite, au niveau de la protection matricielle, moi, les clés que je donne par rapport aux gens, c'est à réapprendre à sentir leur matrice et par rapport à leur matrice, à impulser l'intention de protection depuis l'intérieur. Parce que tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'ouvrir la porte à quelque chose de pas sympathique si dans son libre arbitre, il a décidé de l'ouvrir. Tu ne peux pas protéger quelqu'un contre lui-même par la voie de la matrice. Par un exorciste, évidemment que oui, puisque une personne qui est possédée n'a même pas conscience de sa possession. Donc évidemment que l'exorciste, par sa façon de faire, il fait le nécessaire. Mais par rapport à ce que moi je fais et moi ce que je touche, je dis bien ma dimension relative à la matrice, je parle de la matrice avec laquelle tu interagis en tant que conscience. Et donc je donne les clés pour que les personnes puissent se protéger
Hein, en sentant tout simplement quand est-ce qu'ils se font envahir, en sachant mettre leur bouclier de lumière qui ne laisse passer que le positif et le bienveillant. Voilà, c'est permettre d'une certaine manière à ce que la personne elle soit sensitive, à ce qu'elle soit plus télépathe, à ce qu'elle soit à l'écoute d'elle-même, à ce qu'elle soit en interconnexion avec la conscience de son corps dans toute sa globalité et avec la conscience de son cœur également. J'ai adoré ta définition entre ce que disent les taoïstes et ce que fait le New Age. C'est tout à fait ça. Après, sur le pouvoir de l'onde de forme du bien, tu as tout à fait raison. Il y a un appareil scientifique, j'en parlerai à la rentrée, qui mesure ces ondes négatives et positives. C'est très très puissant. C'est aussi puissant effectivement qu'une émission radio de 50, je sais plus combien de mégawatts. Et les gens ne se rendent pas compte de cette puissance. Alors, sauf quelques-uns, hein, les magiciens noirs, on va pas en parler ici. Ils savent, mais le bien est aussi fort que le mal, ça faut le savoir. Et une intention bonne est tout aussi forte qu'une intention mauvaise. Et heureusement, si on est dans cet état, parce que souvent on pense que sur la Terre tout va mal, non. Si vous allez vous balader un peu partout dans le monde, vous allez dans les forêts chinoises, dans les campagnes en Afrique, vous allez trouver que des gens merveilleux, que des gens qui sont là pour faire le bien, pour aider son prochain. Vous n'allez pas trouver des gens mauvais. Et c'est pour ça que la Terre, malgré évidemment tous les faits de l'actualité que l'on suit tous les jours, mais qui provoque aussi cette actualité des ondes négatives et qui crée et nourrit cet égrégore du mal. Moi, je regarde que les actualités, j'écoute pas la radio. De toute façon, il n'y a que des mauvaises nouvelles. De toute façon, une radio qui annoncerait que des bonnes nouvelles, elle ferait faillite. Donc, à quoi ça sert? Mais par contre, là où on a aussi besoin de toi, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont êtres de lumière, j'aime pas du tout ce terme, mais des gens qui font le bien et se font beaucoup attaquer aussi, ceux-là. Et ceux-là, il faut qu'ils apprennent à se protéger parce que j'en ai pas mal qui sont quand même assez bas. Tu vois ? Oui, je connais bien malheureusement ce processus-là. En fait, c'est là où la personne, elle va vraiment faire la part des choses entre l'empathie et la compassion. Puisque en général, elles confondent les deux. Je suis quelqu'un, et je pense que tu le sais, hein, qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup d'empathie et qui d'ailleurs a pris les retours inhérents à ce genre d'expérience, on va dire. Hein. Et par la force des choses, j'ai appris à toujours être avec je dirais une protection. Tu vois, c'est pas un bouclier rude, hein, c'est pas ça. Hein. Mais si les gens veulent regarder comment les champs d'énergie avancent, ils peuvent aussi le voir visuellement avec le film. Je pense que tu le connais, La prophétie des Andes. Il y a une scène extraordinaire où tu as une personne qui a son champ énergétique d'une certaine couleur, l'autre qui est en face, et tu vois les deux champs de couleurs, comment ils interagissent. Ben, c'est un peu ça. Une personne extra-empathe a un champ ouvert. Du coup, quelqu'un qui est mal va déposer son mal-être. Mais l'ennui, c'est qu'une fois que la personne a déposé son mal-être, celle qui l'a déposé, elle est très contente parce qu'elle est allégée, elle a déposé ses 10 kilos de lourdeur et le extra-empathe, il se retrouve mais alourdi en ayant un sentiment d'oppression. Et il se dit, mais comment je fais avec ça ? À partir du moment où l'extra-empathe apprend à mettre son filtre de sécurité, sa protection, eh ben, la personne qui va déposer ce fardeau, l'extra-empathe saura le transformer en prana. Parce qu'encore une fois, là, on va parler, qu'est-ce que c'est que le prana ? Le prana, c'est la lumière qui nous entoure, c'est ce que nous sommes. Même mon book ordinateur, la Mac, je ne sais quoi, ce n'est rien que du prana. Je te vais parler d'une expérience que j'avais vécue, où j'avais vu en fait le solide devenir du prana, devenir des géométries sacrées. Donc, c'est incroyable, mais c'est vrai, dans le sens où rien n'est solide, tout est énergie. Et quand on comprend que ça fonctionne comme ça, réellement, derrière les masques, les illusions et ce que notre œil physique nous montre, ben là, on se dit, ben effectivement, on est dans une autre sphère, on est dans la Matrix, on est dans la matrice, on est dans un peu de science-fiction, mais finalement, qui ne l'est pas tant que ça. Et au final, on se dit, mais waouh, c'est vrai. On peut agir sur la matière. Alors, quand quelqu'un vous dépose un fardeau qui n'est pas le vôtre, eh ben, c'est simple. Vous prenez ce fardeau, vous le sentez avec vos mains, comme si vous essayiez d'avoir un ballon éthérique dans vos mains, et vous ressentez qu'il se
je dirais, les molécules dures, hein, tu vois. Moi, je suis pas tu sais que je suis pas une scientifique intellectuelle, docteur en je ne sais quoi, chimie et autres, mais visuellement, vous transformez par la force de votre intention, et ben, ce fardeau en prana. Pourquoi? Parce que si vous prenez ce fardeau, comme certains font, et je ne citerai pas quoi ou qu'est-ce, c'est-à-dire je prends ce prana, tu sais, quand ils disent je déverse tout à la terre. Je ne vais pas bien, j'inspire, j'expire et j'envoie à la terre. Bon, je vais vous le dire clairement, la terre, c'est pas une poubelle géante. Alors il faut arrêter de lui déverser vos détritus, que ça soit physique, émotionnel ou énergétique. La Terre, c'est un partenaire avec lequel nous sommes, c'est vrai, parce qu'on est là, elle nous prête son logis quelque temps, on est dans son grand macrocosme, donc si on regarde de loin, on est tout petit, hein, vu de loin, à quoi on ressemble depuis Google Earth, un petit humain par rapport à un, tu vois. Bon, bref, et cette Terre, elle n'a pas besoin qu'on soit une charge pour elle. On est des milliards d'individus qui pouvons être des partenaires avec la Terre, et au lieu de ça, on est pour une grande partie une charge. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se décharge à la Terre? Ben, on fait un acte simple. On se rappelle qu'on est une conscience énergétique, on est une matrice globale incarnée dans un corps physique, qu'on est un champ illimité avec une limitation physique, mais qu'on est, faut pas l'oublier, illimité, et que par la force de notre intention, eh ben, tout ce qu'on décharge à la Terre, une fois qu'on l'envoie, ben, ça devient du prana. Et ça devient de l'énergie qui, à son tour, va faire partie d'un grand tout. On renvoie tout ça. Alors, toutes les émotions négatives, ne les rendez pas à la Terre pour les rendre à la Terre. Rappelez-vous que sinon, vous faites une action de poubelle. C'est comme si vous preniez vos sacs poubelles, pleins de déchets, et que vous allez les jeter dans la forêt. Ça se fait pas. C'est pas bien. Donc, à partir de là, redevenons tous des âmes agissantes, d'où l'anagramme, enfin, l'anagramme dans la logique des langages des oiseaux. La magie, c'est l'âme qui agit. Appelle ça conscience qui agit, mais quand tu vois le mot magie, bah, tu te dis, bah, effectivement, on est plus que ce que l'on peut croire. Et notre force d'intention peut faire des miracles. Et ces miracles passent par la prise de conscience de comment ça marche en nous. C'est tout à fait ça. On a parlé de féminin sacré, de masculin sacré, de couple sacré, et je t'ai entendu parler de géométrie sacrée. Mais tu as raison. On est en pleine, on est dans un univers de géométrie sacrée. Je dirais que cet univers, d'après tout ce que j'ai pu entendre de gens bien évidemment bien plus doués et intelligents que moi, c'est un univers fractal. C'est ça, c'est ça. C'est un univers fractal. Et n'oublie pas le mot-clé sacré, créer cela. Donc, c'est-à-dire que c'est un champ en création perpétuelle. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi et c'est quelque chose qui me va bien. C'est des notes positives. On a fait une émission d'1 heure. Tu sais que j'aime pas faire beaucoup d'émissions qui durent très très longtemps. Bien. Parce que les gens, ils doivent regarder, sinon les gens, ils regardent pas. Et on en fera plein d'autres d'émissions avec toi, parce que t'es une pipelette de l'espace, hein, ça faut que je le dise. Et toi, t'es un causeur du cosmos. Je te rends le compliment. Et donc, c'est vrai qu'on a discuté tellement de sujets avec toi qui sont passionnants et variés. C'est ça qui est fou. Moi, ce que j'ai envie, c'est que pour tous mes amis qui vont pas bien, pour tous ceux comment on fait pour te contacter? Eh ben, c'est pas compliqué, Internet existe, tu sais. Donc, le site internet quantaum.org. Ensuite, sur ma page Facebook, je suis joignable. Et si vous cliquez, vous tapez sur Google Amel Blanc, comme la couleur, Amel Blanc, A-M-E-2-L-E Blanc, ben, vous trouverez forcément un lien de redirection vers notre site qui s'appelle Quantaum, un site que j'ai créé avec mon mari Aymeric Blanc et que tu as aussi, avec qui tu as interagi et discuté et que tu connais aussi. Et Quantaum, la genèse de notre site vient de 2 mots, évidemment, hein, quant, quantique, et aum, la respiration originelle, qui ça aussi pourrait être un sujet de longue discussion. Qu'est-ce que le home et qu'est-ce que ce champ de méditation peut générer comme onde de création? Et vous êtes vraiment un couple sacré, quoi. Hein. C'est un truc de fou, ça. C'est ça. Nous, quand on s'est rencontrés, bah, tu vois, quand on s'est rencontrés avec Aymeric, on s'est rencontrés à un festival des crânes de cristaux. Donc, comme quoi, tu vois, hein, les cristaux et les crânes étaient là. Et quand on s'est rencontrés tous les deux, bah, je vais te le dire, on a vu nos énergies d'ADN faire une danse. Hein. Mais ça, c'est ce qui se passe quand le couple sacré se retrouve en conscience. C'est que le couple, puisque tu sais, on est comme le système de l'ADN, hein, et donc ben, on a un ADN personnel et l'ADN du couple. Et on a vu tous les deux nos champs énergétiques ben, échanger des informations.
Se dire, mais en fait, on se connaît tous les deux, mais on a déjà travaillé ensemble, mais on vit ensemble, et on savait en fait, on savait qu'on était fait pour se retrouver. Et puis voilà, et puis créer un lieu d'éveil, un lieu où les personnes vont se retrouver, renaître d'elles-mêmes, pouvoir devenir des âmes agissantes sur Terre, etc., etc. Ouais, donc oui, voilà. Tu es en train de m'expliquer ce que c'est un coup de foudre. Non, c'est pas qu'un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est le côté passion. Je rencontre la personne et j'ai un coup de foudre. Non, là, c'est autre chose. Là, c'est la connexion entre deux personnes qui se disent, mais elles se connaissent de vie passée en vie passée et elles sont là pour, en plus d'être un couple, hein, mais pour travailler ensemble. Tu sais, Aymeric et moi, c'est très personnel, hein, mais quand on s'est rencontrés, bon, il y avait l'évidence énergétique. D'accord? Il y avait évidemment une évidence physique, mais il y avait surtout une évidence énergétique. Et surtout, ce qui était assez marrant, c'est qu'avant d'être un couple, on va dire, amoureux, on était d'abord un couple professionnel. En gros, moi, je pensais à quelque chose, Aymeric le recevait aussi en télépathie, et on avait développé, c'est même pas développé dans le sens travailler, on s'est rendu compte qu'on était vraiment deux personnes qui avions la même mission d'incarnation, même si j'aime pas le mot mission parce que ça donne un côté genre, tu vois, Rambo, Rocky ou je ne sais quoi. Non, non, on avait la vocation, ouais, c'est plutôt ça, on avait la vocation d'œuvrer pour la Terre, pour l'éveil des personnes, pour que les gens deviennent des personnes épanouies, harmonieuses, que les gens s'équilibrent, etc. On s'est rendu compte qu'on était en phase à tous ces niveaux-là, mais je te rassure, hein, dans notre personnalité, on a aussi travaillé hein, pour s'harmoniser. Oui, parce qu'effectivement, les caractères sont différents. Eh ben, deux caractères qui tous les deux voient bien, donc si tu veux, des fois, ça donnait des situations aussi cocasses. Mais bon, tu le sais, hein, tu connais nos caractères et ce qu'on a encore à apprendre dans la matière, tu le sais. Donc, oui. et Donc, ouais, pour voilà. ceux qui veulent regarder face à face avec Aymeric Blanc, donc le mari de ML, avec les codes sonores, hein, il ne fait pas que ça non plus, mais là, c'est les codes sonores chantés, c'est juste magnifique. C'est un couple magnifique, voilà, il n'y a rien à redire. Merci, c'est gentil, merci. Et donc, on se dit au prochain numéro. Au prochain numéro. Au revoir, Sylvano. Je mettrai toutes les références pour joindre Amel. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Bye bye, au prochain numéro.